Donc moi j'ai l'impression que c'est là qui s'installe le connard intérieur. C'est à l'endroit où je peux pas moi mettre de l'amour sur certains comportements qui sont pas vertueux dans la façon dont moi je les vois et dans la façon dont culturellement ils sont perçus. Ouais, c'est une histoire de culture et de. En fait, le connard intérieur et la salope intérieure, au fond, n'existent pas. On est juste des êtres humains qui expriment ce qu'ils sont dans une société avec des narratifs mainstream qui, quand on s'en écarte trop, les gens prennent ça comme une trahison. Les gens se sentent blessés. Tu vois, t'as beaucoup de nanas qui tournent autour de toi, ta compagne est jalouse, et comment est-ce que tu oses faire ça? Tu vois? Mais oui, mais t'as rien fait. Quelque part, c'est vrai. Ou alors, c'est pas que c'est vrai, mais quelque part, t'as le droit de plaire à autant de personnes, et, euh, et tu n'as pas à en rougir. Mais on est dans une société avec culture du couple monogame, sans trahison, sans jalousie, nanana. Et par conséquent, tu trahis un récit collectif avec ton connard intérieur. Et c'est pareil pour la salope intérieure. Elle trahit le récit collectif. Et c'est pour ça qu'elles sont pas aimables dans un premier abord, c'est par là. Mais au fond, elles sont tout à fait aimables, puisque quand c'est assumé, c'est une expression de ce que tu es. C'est une expression de ton être. Et quand tu exprimes ton être, je pense que quand tu t'exprimes pour te vrai, tu ne peux être que aimé. Je pense sincèrement ça. Bonjour et bienvenue sur Metadoxa, la chaîne où l'on pense sur ce qu'est la pensée. Je suis très ambivalent sur ce que je viens d'entendre dans cet extrait. Je suis ambivalent parce que je suis un peu partagé en fait. D'un côté, je trouve que dans le fond, et comment dire, si je prête une oreille charitable à ce que j'entends, j'ai envie d'être tout à fait d'accord avec ce qui est dit, et même de considérer qu'il s'agit peut-être là de l'un des enseignements les plus profonds de la spiritualité. D'un autre côté, il me semble que la façon dont les choses sont présentées peut fortement prêter à confusion, et pour avoir connu personnellement, pas de très près disons, mais pour avoir fréquenté Trigor et un certain nombre de personnes, puisqu'en fait nous nous sommes formés dans la même secte en gros, pour avoir fréquenté un certain nombre de personnes de cet environnement-là, et qui le fréquentent encore, et avec lequel il semble avoir des bonnes relations, j'ai accès, disons, à la façon dont ce type d'approche, et ce type d'enseignement, et ce type de concept sur la salope intérieure, le connard intérieur, et en fait, l'ombre, quoi, la question de l'ombre de Jung, l'ombre de notre ego, de notre âme, en fait, ça parle de ça concrètement. De ce que je comprends, c'est quelque chose qu'il a renommé comme ça, peut-être parce que c'est plus catchy, plus, je sais pas. Mais en tout cas, en fait, la grande question de cette histoire de connard intérieur et salope intérieur, c'est la question de l'ombre, et j'ai vu des gens, donc, tenir le type de discours que Trigger peut tenir euh, dans ses propres vidéos et dans l'interview chez Mathieu Play. Et donc j'en ai vu les applications, en fait, j'ai vu des gens qui essayaient de l'appliquer concrètement, et j'ai vu les résultats de cette application, j'ai vu les rationalisations aussi autour de ce genre d'application, et j'ai vu aussi les conflits que pouvait créer ce type de tentative d'application, d'une forme de, disons, d'accueil inconditionnel de sa part sombre, quoi, on pourrait dire que c'est un peu ça l'idée. Et en fait, concrètement, je fais référence à des gens qui vont avoir des comportements de type
des comportements tout à fait toxiques, tout à fait sans considération en fait pour la sensibilité, euh, les limites, les besoins de l'autre. Et donc en fait on a des gens qui vont se retrouver en fait à en gros exprimer leur connard ou leur connasse intérieure sans considération pour des gens qui les aiment, qui tiennent à eux, qui sont des proches. Et après, il y a une forme de jeu psychologique qu'on pourrait qualifier d'un peu pervers narcissique, quoi, ou en tout cas toxique, où finalement, on fait comprendre à la personne que après tout, s'il y a quelque chose qui la dérange avec notre comportement, alors ça va être formulé d'une manière très... On va noyer un peu le poisson, mais en gros, on fait comprendre à la personne, après avoir eu un comportement toxique avec elle, que bah, si après tout elle nous accepte pas aussi dans nos parts sombres, dans notre agressivité, dans notre désir de pouvoir, dans notre... peu importe, bah, c'est qu'après tout, elle ne nous aime pas complètement, qu'elle n'est pas capable de nous accueillir, de nous aimer inconditionnellement, et que donc, bah, peut-être que, puisqu'elle ne supporte pas nos brimades, il se pourrait qu'en fait, sur le plan spirituel, sur le plan de la maturité, de l'évolution personnelle, peut-être qu'elle n'est pas si évoluée que ça. Ce qui fait que du coup, on met les gens un peu dans une double peine, c'est-à-dire que d'un côté, on les brime, en fait, on exprime les parts peut-être en fait les moins intéressantes de soi, les plus perverses et tout, et concrètement, on fait du mal à des gens. Je dis pas que explorer son ombre, c'est forcément faire du mal à des gens qu'il ne faut pas explorer tout. Je parle d'une certaine application, d'une application que j'ai pu voir, y compris chez des proches de Trigor, et je soupçonne en partie chez Trigor lui-même d'échos que j'ai pu avoir. Bon, après, c'est une histoire de vie privée et tout, mais en tout cas, voilà. On se trouve dans des situations, en fait, on a des gens qui ont fait un certain travail de cheminement personnel sur eux, et qui, du coup, sont venus à la conclusion que, après tout, ils exprimaient leur soi profond, en ayant des comportements tout simplement toxiques, pas corrects, et qu'après tout, bah, si les gens autour d'eux n'étaient pas prêts à accueillir et recevoir ça, bah, au fond, c'est que, peut-être qu'ils n'étaient pas si éveillés, évolués que ça, et ça, c'est vraiment un truc malsain, parce que, à la brimade, on ajoute une forme de gaslight qui fait que, pour faire passer la pilule à la personne, on la fait douter de sa propre maturité, de sa propre compréhension du monde, peut-être de son propre accueil d'elle-même. Et en fait, on la pousse, en jouant sur son propre ego spirituel, à accepter n'importe quoi, et si elle accepte n'importe quoi, c'est quelque part que elle est plus dans l'accueil, dans l'amour, dans l'acceptation, et donc elle n'exprime pas sa propre part d'ombre, hein, c'est tout le paradoxe. Et voilà, moi je voulais réagir à ça parce que pour moi, dans cet extrait, il y a à la fois le chemin vers la libération possible et en même temps, il y a le chemin vers l'enfer. Et je pense que c'est un sujet beaucoup trop subtil, beaucoup trop important, beaucoup trop profond, beaucoup trop sérieux pour se permettre de le traiter de façon légère et superficielle. Et ce que je vais dire va peut-être sembler être du pinaillage, mais pour moi, c'est loin, très très loin d'être du pinaillage, c'est absolument essentiel. Et la première remarque que je voudrais commencer par faire, c'est sur l'usage des mots. C'est-à-dire que, et c'est quelque chose que j'ai déjà pu dire à des gens de cette communauté avec qui je me suis brouillé sur le passé, et qui pour moi en fait avaient un usage tout à fait irresponsable aussi des mots, les mots sont extrêmement puissants et sont extrêmement importants parce qu'en fait les mots conditionnent notre expérience de la vie, en fait. Les mots qu'on va recevoir, la façon dont on va les comprendre, les interpréter, les ressentir, les vivre intérieurement, la façon qu'ont les autres de nous parler, en fait, la part d'eux-mêmes qu'ils transportent à travers leurs paroles et qu'on reçoit, cette part-là, en fait, va tout à fait conditionner toute notre perception du monde, notre perception de nous-mêmes, notre façon d'être au monde, et d'une certaine manière, c'est par le langage et par la communication qu'on vit en quelque sorte au quotidien, en tout cas dans la version la plus simple qui soit, des sortes d'expériences transpersonnelles. C'est-à-dire que dès que quelqu'un nous parle, il y a un peu de lui qui rentre en nous. Et sachant qu'en plus les mots, même si la carte n'est pas le territoire, tout ça, sachant qu'en plus les mots ont la prétention à un moment de décrire le monde, bah forcément ils vont conditionner notre rapport au monde et ils vont aussi véhiculer, je considère que c'est comme ça, ils vont aussi véhiculer certaines énergies particulières qui sont dans le monde.
d'une certaine manière, on pourrait dire que le langage canalise, channel en quelque sorte, certaines énergies, certaines intentions, certaines choses qui se trouvent dans le monde en général. Et en fait, il y a tout ça qui se véhicule par le langage, et le langage verbal ou non verbal aussi, ça peut être nos expressions, notre façon de nous tenir, tout notre être en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me pose de plus en plus de questions, et je m'en suis posé, lorsque je fais des vidéos un peu réaction, critique, où en fait je parle du négatif plutôt que du positif. J'y vois certaines vertus, et en même temps, je trouve que le fait d'arriver de porter cette charge négative, ça amène une énergie de tension, ça amène une énergie de conflit, ça amène une énergie de débat contradictoire, et certes, ça peut attirer l'attention sur des dysfonctionnements, mais ça peut aussi, justement, focaliser l'attention sur le problème plutôt que de le focaliser sur la solution. Donc là, je vais avoir à cœur de parler à la fois du problème et de la solution. Donc, pourquoi est-ce que je fais tout ce laïus sur les mots et sur le langage? Parce qu'en fait, moi, j'ai un gros problème avec le fait de nommer ce qu'on appelle l'ombre, connard et connasse intérieure, et je crois qu'il faudrait être très prudent sur l'usage de ces termes, parce qu'en fait, ce qui se passe concrètement, et c'est très 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 concret, si vous prétendez coacher des gens, ou en plus leur fournir une forme d'enseignement spirituel, quelque chose qui est supposé les élever, les faire se développer personnellement, et qu'en fait, vous leur subcommuniquez qu'il y a une part d'eux-mêmes qui est importante, qui doit être aimée aussi, bon, tout ça c'est très bien, jusqu'ici moi j'ai pas de soucis, il y a une part d'eux-mêmes dont ils n'ont pas vraiment conscience, ou qu'ils rejettent, ou qu'ils aiment pas, qu'ils auraient tout intérêt à accueillir, à accepter, à embrasser, et vous leur dites que cette part-là est un connard ou une connasse. En fait, ce qui se passe, c'est que le risque, en fait, peut-être que, je pense qu'il y a des moments où ça se passe plutôt bien, mais le risque, c'est que vous allez mettre la personne dans une forme de split mental, où en gros, vous allez lui faire passer l'idée que, pour être complète, elle doit embrasser le fait d'être une connasse, et elle doit accueillir, disons, les parts... parce que, effectivement, ce ne sont pas des parts mauvaises fondamentalement, mais disons les parts blessées, immatures, ignorantes, et des parts qui, en réalité, c'est là où c'est très subtil et très important, on va vous demander d'embrasser des parts qui sont du faux self, en fait, qui sont juste du self réactif, du self réactionnel. Et là, ce qu'il faut comprendre sur comment l'ego, comment la personnalité, comment la psychologie se construit. Notre perception du monde se construit sur des dualités. En gros, le bien, le mal, ce qui est ok, ce qui n'est pas ok. Et donc, ce qui va se passer, c'est que certes, il y a notre masque social habituel, il y a la part de nous qu'on valorise, qu'on montre au monde, ce qu'on a envie de présenter aux gens, celle qui est aimable, celle qui travaille bien, qui respecte ses rendez-vous, qui a ses engagements, tout ça, qui sourit, qui est joyeuse et tout. Et puis effectivement, il y a la part qui a toutes sortes de défauts, qu'on a envie de cacher, qui correspondent pas aux attentes de l'environnement, ok. Seulement, en fait, ce qui se passe, c'est que la part réprimée, c'est pas le vrai self non plus. C'est juste un peu le miroir, c'est l'inversé de la version présentable. Et ce qui se passe, c'est que on peut traverser des phases dans la vie où on passe d'un état d'acceptation, ce que dans d'autres contenus j'appelais l'état chameau pour faire référence à Nietzsche. En gros, au départ, on est un chameau qui accepte la situation dans laquelle on est, et puis à un moment, on commence à se rebeller, on commence à devenir le lion. Et une fois qu'on s'est suffisamment rebellé, qu'on a suffisamment été le lion, en fait, on devient l'enfant, on fait la paix, on retrouve une forme de joie, et on s'intègre. Et l'état final, c'est l'intégration. Mais là où c'est dangereux, là où c'est tricky, et là où c'est risqué, c'est quand on fait passer la phase lion pour la phase enfant. Et que concrètement, on dit que notre part réactive, réactionnelle, rebelle, brimée et tout, mais en fait, ce serait la part la plus profonde et la plus authentique et la plus réelle de notre être, en fait.
Et j'aimerais croire que c'est juste moi, en fait, qui ne comprend pas ce qui est dit, et qui interprète dans un sens qui m'arrange, pour créer du conflit, parce que je vais pas me relier tout, peut-être. Et moi, j'ai quand même eu des longues conversations avec certaines personnes de cette communauté-là à une certaine époque, et clairement, j'ai bien dû en arriver à la conclusion que il y avait une espèce de spiritualité comme ça qui me paraît tout à fait perverse et tout à fait qui relève quasiment d'une forme de contre-initiation en fait, d'une spiritualité pervertie et qui consiste à dire oui qu'au fond bah voilà c'est ce qui est vraiment nous, ce qui est vraiment notre être, c'est aussi la part qui est sadique, manipulatrice, trompeuse. Trigger parlait pas mal de questions de tromperie et tout. Ce n'est pas vrai. Encore une fois, c'est du faux self aussi. Il n'existe pas une seule personne sur cette planète, que ce soit des gens très vertueux ou des gens très dérangés, y compris des pédophiles, des tueurs en série, des dictateurs et tout, il n'y a pas une seule personne sur la planète dont le true self, le vrai self, la part la plus profonde de soi, soit un connard ou une connasse. Et ça, c'est quelque chose que je peux vous expliquer. Et pour le comprendre, bah justement, c'est tout à fait parlant si on prend les personnes ou les personnalités qui sont les plus rejetées par la société, à mon avis souvent pour de bonnes raisons. Ça, on va pas le remettre en question. Mais en fait, si on décortique un peu, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et notamment, bah, par exemple, une figure qui est extrêmement rejetée par la société, sans doute bien plus que les meurtriers eux-mêmes, ce sont bah, les personnes qui ont des rapports sexuels avec les enfants. Et en fait, bah, si on commence vraiment à creuser dans la psyché, dans la psychanalyse de ces gens-là, bah en fait, il y a plusieurs profils. Je crois que c'est un sujet que j'ai peut-être déjà évoqué dans un contenu, je sais plus. Mais certes, si on creuse, on n'aura pas forcément besoin d'aller creuser très loin d'ailleurs, puisque vu que ce sont des gens qui en quelque sorte expriment l'ombre de la société, et ben du coup déjà en quelque sorte leur part la plus accessible, en tout cas pas beaucoup cachée, c'est déjà une part qui n'est pas très sympathique. Mais en fait, concrètement, si on distingue, déjà, il y a des profils de pédophiles qui sont plutôt, on va dire, des grands enfants qui ont une blessure liée à l'enfance, qui n'ont jamais vraiment maturé et qui, d'une certaine manière, sont attirés par les enfants, non pas uniquement pour des raisons de perversion sexuelle et tout, mais aussi parce qu'il y a un peu une espèce de syndrome de Peter Pan, avec cette espèce d'idée que quelque part, en fait, au fond, ils se sentent plus proches des enfants que des adultes, mais ils sont quand même des adultes, donc il y a toute la sphère de l'imaginaire sexuel et tout qui va se rejouer dans quelque chose d'un peu perverti comme ça, où on est à la fois dans le monde de l'enfance et de l'adulte. Donc ça, c'est un certain profil a priori, et donc en fait, pour ces gens-là, qui sont pas forcément tous des personnes concernées, mais donc qui sont une partie, il va souvent y avoir un truc autour de bah qu'est-ce qu'ils vont chercher là-dedans, qu'ils aient agressé réellement ou qu'ils projettent de le faire ou qu'ils fantasment de le faire, parce que là encore il faudrait distinguer. Bah, ce qu'ils vont chercher là-dedans, en fait, c'est bah, déjà une forme d'amour, d'affection, une certaine façon de retrouver leur joie intérieure d'enfant, un environnement doux, quelque chose autour de l'enfance, peut-être une enfance qui a été difficile pour eux, qu'ils n'ont pas vraiment pu vivre, ou qui... Généralement, si on va creuser dans l'histoire familiale, il y a toujours des trucs assez délirants, hein, c'est... Une bonne partie, c'est parce qu'ils ont eux-mêmes subi des trucs qui reproduisent, enfin bon, ça c'est des choses qui sont déjà connues, mais voilà, il y a... En fait, quelque part, derrière ces gens-là, la part lumineuse et la part, en fait, que effectivement personne ne peut contester et que tout le monde va accueillir, bah, c'est la volonté, en fait, de vivre des relations d'amour avec des gens avec lesquels on se sent identifié, avec lesquels on partage quelque chose qui nous paraît beau, profond, authentique, même si là c'est perverti, je précise bien, on est bien d'accord, mais en tout cas, dans le vécu intérieur, il y a quelque chose qui peut être de cet ordre-là. Il y en a qui peuvent aussi, très sincèrement, avoir l'impression qu'ils vivent une vraie histoire d'amour avec un enfant, une personne très jeune, préado ou quoi, et dans leur vécu intérieur, dans la façon dont ils perçoivent la situation, ils peuvent avoir l'impression qu'il y a une forme de consentement en face, même s'il y a
l'enfant n'est pas capable de consentir parce qu'il n'a pas la maturité pour comprendre ce qui se joue vraiment et tout, mais en tout cas, il peut y avoir une espèce de non-résistance dans la relation qui lui donne l'impression que c'est ok, que peut-être que c'est la société qui comprend pas, qu'après tout c'est des fonctionnements différents. D'ailleurs, il y a eu tout un courant, juste après mai 68, dans les années 70 du coup, il y avait des gens qui faisaient assez ouvertement, même dans certains médias, c'est quelque chose qui est connu, vous pouvez vérifier, la promotion de la pédophilie en fait, et il y a eu pendant quelques années comme ça un climat qui était assez tolérant par rapport à ce sujet-là. Heureusement, on en est revenu, mais il y a eu une espèce de période comme ça où on pouvait beaucoup plus facilement en parler, et donc il y avait cette question de, après tout, est-ce que c'est pas une forme d'agisme, de discrimination liée à l'âge, est-ce que, après tout, les relations avec des enfants ne seraient pas des relations comme les relations homosexuelles ou n'importe quoi de ce genre-là, après tout simplement quelque chose qui serait ok, mais que la société n'accepte pas encore. Et il y a eu ce débat-là. Et donc, voilà, il y a cette réalité vécue-là, malgré la monstruosité de l'acte, il peut y avoir cette réalité vécue-là, et derrière cette réalité vécue-là, il y a effectivement de l'amour, de l'affection, de la tendresse, et une volonté de revenir à quelque chose de beau, de pur, d'innocent, de doux, voilà. Bon, ça on pourrait dire que c'est la partie un peu des pédophiles qui sont... c'est les grands enfants, c'est ceux qui n'ont pas grandi, quoi. Après, il y en a une autre partie qui existe aussi et qui est absolument pas à sous-estimer, qui sont les sadiques. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, je pense que vous figurez très bien la chose, mais ce sont ceux qui, au fond, savent qu'ils nuisent, qui en sont très satisfaits, et même qui y prennent un plaisir, et qui jouissent, en fait, qui prennent du plaisir du fait de créer de la souffrance à un être innocent qui ne peut pas se défendre. Éventuellement, ce sont des gens aussi qui sont au courant qu'il y a des mécanismes d'amnésie traumatique et qui vont en jouer en se disant que comme ça, l'enfant les dénoncera jamais. Bref, il y a des gens qui sont particulièrement pervers et détraqués sur ce plan. Et encore une fois, pourquoi est-ce que je parle de ces profils-là? Parce que je veux mettre en évidence en fait ce que c'est que l'ombre et pourquoi est-ce que, oui, d'une certaine manière, le connard et la connasse intérieure n'existent pas. Il n'y a que des éléments réactifs, des éléments qui ont peur, des éléments qui sont ignorants aussi, qui ne comprennent pas la portée de ce qu'ils font, simplement parce qu'ils n'ont pas eu le développement spirituel et gothique pour le réaliser. Mais fondamentalement, il y a au fond, même derrière les actes les plus ignobles, et c'est quelque part tout le tragique de la chose, hein, même derrière les actes les plus ignobles qui n'aient jamais eu lieu, si vraiment on va au bout, qu'on va creuser au fond qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière, on va toujours trouver de la lumière. Et plus on va creuser, plus on va trouver une lumière absolue. Et c'est une lumière absolue qui cause de la torture, des viols, des massacres, des dictatures, des génocides. Oui, oui, tout à fait. Et si vous creusez vraiment au fond, il n'y a que de la lumière. C'est juste une lumière qui a été profondément pervertie. Et donc même si on prend le cas des pédophiles sadiques, au fond, très certainement, dans l'immense majorité des cas, si vous allez creuser dans leur construction psychique, dans leur passé et tout, le sadisme et le fait de prendre le pouvoir sur autrui, c'est d'une certaine manière une revanche et un désir profond de vivre sa propre puissance, une puissance intérieure qui était tellement brimée, très souvent parce que eux-mêmes ont subi des sévices pas possibles pendant toute leur enfance, et que du coup pendant des années, leur cerveau a intégré le fait qu'ils étaient totalement impuissants, à la merci de l'arbitraire d'autrui et tout. En fait, il y a un moment où enfin, ils ont la possibilité de passer dans le camp de ceux qui imposent, de ceux qui ont du pouvoir, et en fait, c'est quoi la meilleure façon, c'est quoi le meilleur moyen de vivre le plus intensément possible? Bon, encore que, là je suis presque en train de jouer le jeu de la perversion, c'est pas forcément le meilleur moyen, mais en tout cas, l'un des meilleurs moyens et l'un des plus faciles, entre guillemets, pour vivre une puissance quasiment maximale, c'est en fait en imposant à autrui des choses qu'il n'est pas en mesure de refuser, auxquelles il ne peut se soustraire. Et plus on fait subir des choses atroces à autrui, et plus il est incapable de s'en soustraire, plus on a la confirmation empirique en fait que nous sommes bien dans une forme de toute-puissance, de pouvoir total sur autrui, que nous sommes en quelque sorte le dieu de l'autre, plutôt le diable de l'autre, mais qu'en tout cas on a tout pouvoir sur lui, et que concrètement il est entièrement soumis à notre volonté. En fait, quel est le meilleur moyen de vivre ce sentiment de puissance, de contrôle sur le monde, je maîtrise mon environnement, je ne suis plus celui qui subit, je suis celui qui fait subir, quel est le meilleur moyen? Ça peut être
en faisant du mal à des enfants de toutes sortes de façons, de toutes sortes de sévices, y compris sexuels. Mais, en fait, si vous creusez vraiment le fond du fond, ce n'est jamais que un enfant intérieur qui a été brimé lui-même comme pas possible pendant des années, et qui, en fait, cherche comme un assoiffé total ce sentiment de puissance qui lui a manqué pendant tout ce temps, en fait. Très souvent, c'est quelque chose comme ça. Et alors, ça peut paraître très, très utopique comme ça, et malheureusement, souvent, en fait, on a des gens qui sont tellement perdus, tellement loin dans leur truc malsain, que on les récupère pas comme ça, hein, je suis pas naïf, mais si ces gens pouvaient avoir une sorte d'éveil de conscience et réaliser d'un coup qu'ils peuvent trouver des stratégies bien meilleures pour vivre leur puissance, pour vivre de la douceur, de l'amour, pour renouer avec leur âme d'enfant, et pour obtenir la satisfaction sexuelle et toutes sortes de choses. En fait, s'ils pouvaient se rendre compte de ça, bah, concrètement, ils arrêteraient de faire ce qu'ils font, et peut-être même qu'ils arrêteraient de le désirer. Je le crois profondément. Mais, dans leur configuration actuelle, dans leur construction du monde, de la vie, dans leur spiritualité interne, peut-être souvent, la plupart du temps inconsciente, mais qui existe bel et bien, et ben en fait, ils pensent que, en tout cas, ils vivent le fait, ça leur crée même des pulsions, hein, parce que oui, les pulsions, en quelque sorte, ça prend le contrôle de nous, mais ça n'émerge pas de nulle part, ça émerge aussi de croyances, des croyances qui se sont construites sur le temps long, et concrètement, bah, ils sont dans un état où, pour eux, leur façon de vivre leur lumière, c'est de plonger à ce point dans les ténèbres. Et voilà. Et pareil, si on va regarder du côté du dictateur moustachu, bah oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a une immense humiliation, il y a une défaite de 14-18 qui n'a pas été digérée, il y a la considération sans doute très légitime que l'Allemagne a été brimée par des traités iniques et tout, il y a une volonté de prendre une revanche, il y a une volonté de créer un homme nouveau, un homme meilleur, un homme qui serait génial, de créer une utopie, de créer quelque chose avec une vraie profondeur, une vraie idéologie qui va durer pendant 1000 ans, peut-être même plus et tout. Je vais pas faire toute l'analyse, mais en fait, peut-être que vous commencez très bien à comprendre ce que je veux dire. En fait, profondément, si vous regardez même derrière Adolf Hitler, en fait, il y a plein de lumière, mais juste, peut-être le moment où des gens vont clip s'ils veulent s'amuser, mais juste complètement perverti. C'est-à-dire que dans les motivations profondes, dans les désirs profonds d'Adolf Hitler, il y a au moins 5 ou 6 valeurs très fortes auxquelles fondamentalement personne ne peut dire non, quoi. Genre, je sais pas, avoir envie de vivre sa grandeur, d'obtenir réparation lorsque des gens en fait nous ont brimés, nous ont dominés, le fait de vouloir s'émanciper de ce qui est vécu comme du contrôle, de la manipulation de certaines instances, de certaines voilà. Bref, si vous allez creuser au fond du fond, il n'y a que de la lumière. Maintenant, toute la question c'est comment est-ce qu'on fait pour nettoyer ces ténèbres, pour trouver la lumière qui se cache en dessous. Et une fois qu'on a trouvé la lumière, bah au fond, le connard, la connasse intérieure, l'ombre, tout ça, ça n'a plus de raison d'être. Et toute l'ironie de la chose, je trouve, c'est que, comment dire, l'ombre n'est pas l'ombre, c'est l'ombre qui est la lumière. Sauf que, bah, vu qu'on a tendance à s'exprimer depuis l'ego, depuis notre être identifié à, disons, notre médiocrité du quotidien, notre médiocrité habituelle, et ben quand on commence à aller regarder du côté de notre part vraiment lumineuse, mais vraiment lumineuse, la première chose qu'on voit, et c'est normal, c'est une étape, c'est ce que certains appellent la traversée du désert, la nuit noire de l'âme, ce genre de choses. Dès qu'on commence à regarder de ce côté-là, on est là, oh mon Dieu, c'est terrible, c'est monstrueux, il n'y a que des spectres, des fantômes et tout, et il y a même toute une partie de la spiritualité qu'on trouve beaucoup dans pas mal de milieux de New Age et tout, qui en fait ont envie de directement accéder à la lumière, et qui effectivement, et moi je suis d'accord, et je peux rejoindre Trigger là-dessus, sur le fait que il
y a un problème dans cette approche, mais qu'effectivement, oulala, à l'ombre, on veut surtout pas y aller, nous, on est que lumière, on est que amour, on est que machin, et puis en fait, il y a plein de programmes de construction égotique et tout qui continuent à se jouer dans l'arrière-plan de la conscience, mais non, on veut surtout pas les regarder, on veut surtout pas en entendre parler, et à la limite, s'il y a des gens qui sont capables de nous les mettre sur le nez, oulala, non, c'est eux les méchants, c'est eux ils sont trop dans le mental, ils sont trop dans la critique, voilà, ils sont pas dans la vibe ambiante, ils ont toutes sortes de problèmes, mais bon, on est quand même lumineux, donc on va pas le... Voilà. Il y a cette tendance-là aussi. Mais bon, pour les gens, effectivement, qui sont sortis un peu, ou qui sont jamais rentrés, de cette espèce de spiritualité, good vibe, good vibration, love bombing, effectivement, pour ceux qui en sont sortis, bah, il y a une étape qui peut consister à commencer à aller voir un peu toute la mer qu'on a foutue sous le tapis toute notre vie, toute la poussière et tout, et d'aller soulever le truc et de se dire peut-être qu'effectivement, là, il y a quelque chose à traiter. Et c'est là qu'on en arrive à cette histoire du fameux connard et de la connasse intérieure, en tout cas de l'ombre. Et effectivement, à ce stade, il y a un nouveau piège qui, à mon avis, est donc très important, et je pense que c'est important, en fait, de trouver des enseignants qui l'ont déjà identifié et qui sont capables de le contourner. Parce que, en fait, toute la démarche du développement spirituel, c'est que, en gros, on essaye d'avancer sur un chemin dont on ne découvre les règles du jeu qu'au fur et à mesure. Et donc, en fait, il y a certains pièges dans lesquels on peut tomber, mais on ne prendra conscience du fait que ce sont des pièges que quand on les aura déjà contournés, qu'on aura le regard plus large pour, entre guillemets, regarder en aval, et en fait, et depuis cette posture haute, effectivement, on se rend compte que bah, le piège était là, c'était évident, machin, on peut l'expliquer et tout. Mais bon, si on n'en est pas là, on peut sentir, et ça c'est le rôle de la foi, c'est pour ça que je vais parler de la foi, on peut sentir par la foi, par la recherche de lumière et tout, qu'il y a un truc à éviter, mais on sait pas vraiment quoi, et en fait on comprend pas encore les règles du jeu. Et donc, bah, l'intégration de l'ombre, c'est quelque chose qui est subtil, qui est tricky, et il y a beaucoup de gens qui se prennent les pieds dedans, et ça peut donner toutes les choses assez catastrophiques que je vous ai décrit en début de vidéo. Des relations toxiques, des conflits, de la perversion narcissique, ou au contraire, des gens en fait qui vont accepter tout et n'importe quoi en se construisant un ego spirituel de moi je suis dans l'amour, l'accueil inconditionnel et tout. Donc en fait, l'un appelle l'autre, hein, celui en fait qui a envie d'utiliser l'ego spirituel pour faire en gros ce qu'il veut, exprimer les parts les plus médiocres de lui-même, en fait il va se trouver quelqu'un qui est dans l'ego spirituel et qui est prêt à tout accueillir, et donc ça donne des dynamiques de gourou-disciple, ou même des relations de couple avec une personne, souvent la femme, mais pas toujours, qui va accepter des comportements tout à fait toxiques, et qui d'une certaine manière indirectement va les nourrir et tout. On va trouver ce genre de dynamique, et ce qui est très marrant aussi, c'est que j'ai observé une espèce d'inconscient chrétien, en fait, qui se rejoue chez beaucoup des personnes qui font cette exploration de l'ombre. Inconscient chrétien qui est l'inconscient du besoin de culpabilité, la culpabilité obligatoire, en fait. L'idée que nous sommes tous des pécheurs et que nous sommes tous coupables. Ça, c'est quelque chose qui est assez fort dans la morale chrétienne, et c'est quelque chose, en fait, qui vit chez beaucoup de gens, y compris des gens qui sont dans des démarches spirituelles qu'on pourrait croire assez éloignées du christianisme, y compris des gens qui ne sont pas dans des démarches spirituelles, mais qui sont dans des démarches militantes, comme par exemple le militantisme autour du genre, de l'inclusivité, ce genre de choses. Par exemple, il peut y avoir l'idée qu'en fait, bah, la société systémiquement, en fait, elle est dominatrice, elle est discriminante et tout, et donc si on fait partie d'une certaine classe sociale, et ben en fait, on a intégré inconsciemment, ce qui est pas complètement faux, hein, on a intégré inconsciemment des formes de jugement sur autrui, de croyances, de postures, de domination inconsciente, et alors là, en fait, dans tous ces mouvements spirituels ou non spirituels, plutôt militants et tout, il y a cette espèce de dynamique, d'idée, en fait, qui est que tu es coupable par défaut. Mais au fond, c'est ok, parce que si tout le monde l'est, quelque part, c'est juste dans la norme des choses. Donc en fait, tout le travail consiste à prendre conscience qu'on est coupable. Pas à se demander si on est coupable ou pas, parce qu'on l'est, on est coupable. Mais tout le travail consiste à, sachant qu'on est coupable, de comprendre pourquoi on est coupable. Et c'est intéressant, mais c'est aussi potentiellement très risqué. Ça peut créer beaucoup de gaslight, en fait, on va faire douter les gens de leur propre perception, on va leur faire croire qu'en fait ils sont pervers, alors que peut-être que juste pas, parce que tout le monde n'est pas, enfin c'est pas que tout le monde n'est pas pervers, oui, on est tous un peu pervers machin, mais
les gens sont pervers à divers degrés, ils sont pas forcément pervers sur les mêmes choses. Je sais qu'il y a un certain nombre de perversions qu'a priori j'ai tout simplement pas ou quasiment pas. Je sais que le croyez-le ou pas, mais le désir de manipuler autrui, quelque chose qui m'est quasiment étranger, je pense vraiment pas que c'est mon inconscient qui me cache le truc, je pense juste que c'est un désir que je n'ai pas, et je suis même quasiment sûr, je vous le dis très honnêtement, que si j'avais les pouvoirs d'un roi ou d'un président ou de n'importe quoi, je ne pense pas que j'en ferais spécialement d'abus, ou si ça devait être le cas, ce serait vraiment pas par désir de profiter de la situation, mais juste par ignorance de la portée de mes responsabilités. Mais vraiment, ce truc de utiliser mon pouvoir pour avoir des avantages, contourner les lois et tout, franchement, c'est un truc, je suis à peu près sûr que je ne le ferais pas. Bon, certes, on sait jamais comment on est une fois qu'on a du pouvoir, mais bon, il y a quand même des moments dans ma vie où j'ai gagné du pouvoir sur certaines choses, et je ne me suis pas vu ni l'utiliser d'une façon malsaine, ni même en avoir la tentation. Bon, ça c'est quelque chose qu'a priori j'ai pas ou très peu. Il y a d'autres formes de perversion que je peux avoir, évidemment, notamment la tendance à... C'est un truc que j'ai pas mal, c'est la tendance à ignorer ou à laisser les gens se démerder quand je me sens pas investi dans ce qu'ils font, dans leurs problèmes, dans leurs centres d'intérêt et tout. Bon, j'occulte facilement les gens, et pas forcément les prévenant avant. Ça effectivement, si je devais identifier mon connard ou ma connasse intérieure, il y aurait sûrement quelque chose autour de ça. Il y a aussi plein d'autres trucs où j'ai pu me voir dans les comportements pervers et tout, mais bon, j'ai pas tout a priori, et je pense que tout le monde n'a pas tout. Et donc en fait, dans cette espèce d'idéologie de la culpabilité automatique, on est forcément coupable, en fait, tout le travail spirituel, presque le travail initiatique consiste à se réaliser coupable pour se reconnaître coupable et s'observer entièrement coupable. Et là, on peut observer, bon, c'est pas forcément des choses que j'ai vues de première main, mais c'est des récits qu'on m'a reportés, et ça me paraît absolument pas déconnant du fait d'autres trucs que j'ai pu voir moi-même. Bon, on a des gens qui vont aller jusqu'à se dire qu'après tout, si tu n'es pas capable de te sentir en toi ton propre pédophile intérieur, ça ne peut pas vouloir dire que tu n'as pas de penchant pédophile, hein. Voilà, attention, non, surtout pas. Tu en as forcément, hein, mais si tu n'es pas capable de les reconnaître, de les voir, de les accueillir, bah c'est peut-être que tu n'es pas une personne si éveillée et si merveilleuse et si awaken. Voilà, c'est peut-être pas quelqu'un de très mature et spirituellement accompli, quoi. Et faut se rendre compte de la perversion de tout ça. Je sais pas, moi je fréquentais quelqu'un à l'époque de cette communauté, certains diront de qui je parle, qui m'affirmait, qui n'en démordait pas, et qui était absolument catégorique, qui avait écrit toute une théorie sur le sujet très subtile, complexe, profonde, référencée même, limite, et tout, pour m'expliquer qu'en fait, concrètement, quasiment le summum de la maturité dans la relation, c'est de vivre le conflit à cœur ouvert, dans une forme de violence purement débridée, mais en fait purement authentique, et qu'en gros, le summum de la présence à soi et de l'être, plus ou moins, c'est ça. Bon, peut-être que je le formule pas exactement comme c'était formulé, mais on pourrait dire que c'était l'idée, et que c'était quelque chose qui mettait en application. Mais parce que derrière, en fait, il y a tellement de répression de fait de pas s'assumer dans la vie mondaine que dans la vie privée, il y a tout qui ressort. Alors que moi, c'est plutôt l'inverse, en fait. Moi, je suis plutôt réactive, défensive dans la vie mondaine, et du coup, bah, quand je suis enfin dans l'intimité, dans la vie privée, là, j'exprime les meilleures parts de moi, j'exprime ma lumière, ma douceur, mon authenticité, tout ce qu'il faut et tout. En fait, ça se fait très calmement, et donc en fait, bah, il y avait une personne comme ça qui m'affirmait que effectivement, bah, de toute façon, des relations matures et non conflictuelles dans une vie de couple, par exemple, bah, au fond, c'était pas possible, et que toute personne qui prétendait que c'était le cas, au fond, ne faisait que réprimer son ombre, ne faisait que mettre la poussière sous le tapis, et que forcément, à un moment ou à un autre, ça allait péter et tout. Bon, bah, je suis désolé, ça fait depuis maintenant 2 ans et demi que je vis l'intimité, le quotidien avec quelqu'un, mais vraiment très 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 proche. Et je suis désolé, mais ce n'est que de mieux en mieux, de jour en jour et de semaine en semaine, et on se dit les choses, et en fait on se les dit avec tellement d'amour, de tendresse et de considération, en général, qu'en fait, bah, quasiment tout peut passer, et comment dire,
il y a des façons de faire des remarques à quelqu'un, y compris sur des sujets potentiellement sensibles, qui sont faits avec tellement d'amour, de douceur, de bienveillance authentique, et ça implique un alignement intérieur, mais quand on est aligné intérieurement, la personne le sent aussi, et donc elle est pas réactive si elle sent vraiment qu'on dit les choses depuis une volonté sincère de pas juste de se défendre, pas juste de se protéger, pas juste d'être dans le jugement, dans le tu dois être comme ça, mais une vraie volonté sincère en fait d'apporter quelque chose. Si c'est depuis cette énergie-là qu'on communique, ben, en fait la personne, si elle nous fait confiance et tout, elle entend. À la limite, elle dit pas forcément oui à tout, mais elle entend, elle prend et ça se passe très bien. Et ben je suis désolé, mais je vis le fait que vivre une relation où à la fois on se voit et on se dit dans nos parts pas forcément géniales, dans nos parts d'ombre, dans notre tout ça et tout, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait sur la table, c'est tout à fait ouvert. Il n'y a pas besoin de se mentir, se cacher des trucs, ce machin et tout, et en même temps, ça se fait dans une douceur et dans une non-conflictualité qui n'est pas totale, qui n'est pas absolue, mais qui est tellement, enfin, franchement, genre, il y a peut-être une petite tension toutes les 2 semaines et une tension moyenne tous les 2, 3 mois, et c'est un niveau d'intensité, enfin, les 2, 3 tensions les plus importantes que j'ai eues dans cette relation en 2 ans et demi étaient peut-être à peine 5% du niveau de violence qui était absolument la banalité, le quotidien, la norme, euh, dans la relation que j'ai vue dans mon cadre familial de quand j'étais enfant, quoi. Voilà, c'est vraiment le pire du pire, c'est même pas 5% de ce qu'était le quotidien que j'observais, vraiment. Et encore, je suis peut-être en train de surestimer par modestie. Non, vraiment, c'est genre, c'est incroyablement doux et pacifique, je crois. Et d'ailleurs, peut-être que certaines personnes ont besoin de plus de stimulation, de plus de drama, de plus de chaos que ça, et à la limite, pourquoi pas? Peut-être que ces personnes-là trouveraient que notre couple est extrêmement chiant ou quoi. Mais en tout cas, je suis le témoin que c'est tout à fait possible, que ça tient sur le long terme, et pour l'instant, non seulement ça a l'air de tenir, mais ça tient de mieux en mieux. C'est-à-dire que même à la limite des trucs où je trouvais que ça accrochait un peu, peut-être à certains moments, bah en fait, ça se décante et ça se fluidifie tout seul au fil du temps. Et de toute façon, à un moment, quand on a accepté la personne dans ses qualités et dans ses défauts, euh, il y a toujours des trucs qui peuvent nous fatiguer un peu, mais on sait qu'elle est comme ça, et après tout, si on l'a choisie, c'est aussi pour ça, donc voilà, pareil, moi-même, non. J'ai vu des gens théoriser sur le fait qu'il y aurait certaines étapes dans la relation, où il y aurait des phases espèces de phases de chaos, machin, je suis désolé, je ne l'ai pas vécu, non, tout était clair dès le départ, et ça l'est toujours resté, donc c'est bien que c'est possible, et oui, pareil, c'est des petites choses, mais qui pour moi ont leur importance. Dans l'interview de Trigger chez Mathieu Play, en tout cas la partie que j'ai vue pour l'instant, qui est la première partie, je trouve que Trigger par moment affirme des espèces d'universaux comme ça, de choses qu'un peu tout le monde vit et tout, autour de un peu de perversion quotidienne et tout. Et en fait, bah il y a des trucs qu'il décrit que pour moi je ne vis pas. Donc j'ai envie de porter l'attention sur le fait que ça peut être dangereux en fait de vouloir généraliser à l'humanité entière son expérience personnelle. Et parfois c'est fou en fait à quel point de réaliser en fait à quel point nous sommes vraiment profondément différents et nous ne construisons pas pareil. Et voilà, et en fait si on commence à construire des théories générales sur la base de vécus particuliers, bon, on finit par faire de la psychanalyse de Freud, à dire oui, bah après tout, absolument tout le monde est passé par une phase où il voulait se taper sa mère, et à la limite, si vous n'êtes pas passé par cette phase-là, c'est soit que vous êtes passé par là et que vous n'en avez pas conscience, soit que vous êtes une personne immature et vous feriez bien quand même de passer par cette phase, d'avoir un peu envie de vous taper votre mère, et là quand même vous serez un individu accompli parce que vous aurez traversé votre complexe et machin, et de toute façon on passe tous par là, bon, peut-être que Freud, il est passé par là, je crois qu'une bonne partie de l'humanité ne passera jamais par là, voilà, bon.
Et voilà, et en fait, au fond, plein de gens, on pourrait même dire que c'est presque une fatalité, mais encore, je suis pas si sûr que ça, mais ouais, plein de gens, au fond, passent toute leur vie à écrire des thèses sur leur névrose et sur leur particularisme personnel. D'une certaine façon, on pourrait dire que je le fais aussi à un certain niveau, quoi, mais voilà. L'important, je pense que c'est d'en avoir conscience. Pour éviter, en fait, de dire non, j'entends pas, et de fermer les yeux, et de ne pas prendre finalement le cadeau de l'autre quand il nous fait le partage que, bah, non, lui, il vit pas ça, et que c'est peut-être pas juste qu'il en a pas conscience, mais c'est peut-être juste que, tout simplement, il ne le vit pas. Et donc, bah, moi, je conseille de faire vraiment attention à la connotation des mots, à leur portée, à ce qu'ils véhiculent, et comment est-ce qu'en fait, en appelant ce qui au fond est la lumière, en l'appelant... Déjà, moi j'ai presque du mal avec le terme ombre. Alors que certains me disent, oui, mais en fait, l'ombre, c'est pas forcément quelque chose de négatif et tout, bon, soit. Mais déjà, j'ai presque un problème avec le terme ombre. Alors, si en plus on dit qu'au fond, notre lumière profonde, c'est un connard, une connasse et tout, bah là, en fait, on va foutre les gens dans une espèce de truc de split où, ouais, ils se retrouvent à exprimer comme ça des paramoges d'eux-mêmes en croyant qu'ils ont trouvé leur true self. Et c'est absolument dramatique, et je vous conseille d'éviter cet égarement. Et parce que à un moment, c'est la question de quelle est notre spiritualité, quel est notre rapport au monde, et comment est-ce que on considère que le monde est, où est-ce qu'il veut nous emmener, et quel est en quelque sorte le but de la vie. À un moment, est-ce que nous serions fondamentalement des êtres imparfaits, ratés, plein de défauts, comme ça, encore une fois, la morale chrétienne, tout ça, Adam... qui s'est fait éjecter du jardin d'Éden et tout, nous sommes tous des pécheurs de naissance et tout. Est-ce que c'est vraiment ça notre identité profonde, ou est-ce que c'est quelque chose de profondément lumineux, doux, dans l'amour, dans l'accueil, dans l'acceptation, pas l'acceptation sans de la défaite, mais l'acceptation sans une forme d'accueil inconditionnel réel, et surtout, oui, oui, de quelque chose de profondément lumineux, détendu, doux, vertueux. Est-ce que notre soi profond, c'est de faire ce qui nous fait profondément plaisir, ce qui est profondément joyeux, ce qui est profondément réjouissant pour nous, et de forcément, parce que je crois que les choses sont designées comme ça, de forcément trouver un écho positif en face, ou est-ce que bah c'est de s'identifier à tous nos enfants blessés, à toutes nos ignorances et tout, et à toutes nos choses qui sont la lumière, mais qui ne sont pas encore une lumière révélée, une lumière masquée, grimée en monstre. Si on prend les monstres pour la lumière, et si on ne voit pas que... Enfin, si on prend les monstres pour la lumière sous leur apparence de monstres, si on ne voit pas que tout ça c'est un faux semblant, que c'est un masque, que c'est encore un faux self, l'ombre est encore un faux self, si on ne le voit pas, et ben là on se retrouve dans une espèce de limbe comme ça, et c'est pas génial. Et voilà, c'est pour des gens qui seraient un peu dans ce stade-là, et ça peut être un état assez déprimant parce qu'en fait, plus on creuse la spiritualité, le développement personnel, l'accueil de soi, plus on peut passer par une phase où on a l'impression qu'au fond, tous les efforts qu'on fait, ils sont pour rien, qu'ils servent à rien, qu'au fond, tout ce qu'on essaye de dépasser revient toujours, qu'au fond, on est peut-être pas si vertueux que ça, peut-être qu'on peut pas vraiment vivre l'harmonie entre les humains, peut-être que l'harmonie n'est pas possible, peut-être qu'on est condamné au conflit, aux tensions et tout, et qu'on commence même à trouver des théories très intellectuelles pour expliquer pourquoi ce serait le cas. Si on en arrive là, je pense que c'est important de comprendre que déjà c'est une étape qui, je sais pas si elle est obligatoire, mais qui est assez classique en tout cas on va dire, et que non, il faut continuer à creuser. Il y a bien quelque chose après, il n'y a pas de souci, je peux en témoigner. Et c'est juste que vous êtes dans une étape où vous avez pris conscience que la lumière existait, même si vous le nommez peut-être pas comme ça, même si vous l'avez peut-être pas conscientisé comme ça, vous avez senti, vous avez eu une demi-ouverture du troisième œil, on pourrait dire, vous avez commencé à voir qu'il y avait quelque chose derrière la matrice, derrière l'ego, derrière les apparences, derrière les injonctions culturelles et tout ça, vous avez commencé à le voir, mais à ce stade, je le dis très franchement, vous n'êtes pas capable, au fond, ou très difficilement capable,
y a beaucoup de confusion, vous êtes très difficilement capable de faire la différence entre ce qui relève de votre ego et de ce qui relève de votre être, de la lumière, de machin. Donc en fait, vous en êtes à un stade où concrètement, vous voyez de l'ombre, vous voyez de la lumière, vous explorez un peu tout ce qui est au-delà, on va dire, de l'ego standard, des constructions culturelles standards, des injonctions sociales standards. En fait, dans cette exploration, en fait, vous voyez plein de trucs. Tout a l'air à la fois absolument génial, incroyable, stimulant, renversant et en même temps complètement terrifiant, affreux, chaotique, déstabilisant et tout. Vous êtes pris dans ce chaos et en fait, l'ombre, la lumière, j'aurais presque envie de dire Dieu et le diable, hein. À ce stade, c'est très compliqué et vous risquez très probablement de passer par des phases qui peuvent durer un certain temps où en fait vous allez vous construire une image lumineuse sur des choses qui en fait sont profondément sombres et qui sont sombres mais qui prennent l'apparat de la lumière et c'est là où c'est tricky. Même dans les communautés qui sont plus good vibe et tout, si vraiment vous creusez un peu ce qu'il y a derrière ces good vibes, il y a beaucoup de peur et de formation réactionnelle par rapport à un vilain monde autoritaire, capitaliste, machin dominateur et tout, dont on veut se dissocier. En fait, si vous commencez à creuser un peu, vous verrez en fait que toute cette bonne vibe, cette bienveillance, elle est très hypocrite, très fake, parfois tout à fait inconsciemment, hein, mais que ce n'est clairement pas l'expression d'une vraie authenticité. Et ça peut en avoir l'apparence, c'est un peu comme c'est la pub, hein, c'est un véritable fragment de relations authentiques, machin. On fait des cercles de partage du cœur, on, on partage le langage du cœur et tout, on dit vraiment ce qu'on ressent, paraît-il. Dans les faits, on dit surtout ce qu'on ressent qui fait good vibe et qui envoie de la joie, du positif, du love et tout. Et on se conforme à une certaine image de ce que devrait être le partage du cœur, et c'est pas du vrai partage du cœur, c'est l'image de ce que devrait être le partage du cœur. Mais voilà, on est là-dedans, et on a l'impression qu'on est déjà dans la lumière, alors qu'en fait on est juste dans une variante d'ombre qui se prend pour quelque chose de lumineux, et ça prend un certain temps de faire la différence, mais il y a un moment, quand on goûte le vrai produit, on est là genre, ouf, ça secoue pas mal, quand on n'a pas l'habitude en tout cas, ça secoue pas mal. Au début, ça a l'air d'être pas bien. Ça a l'air, hein. Mais une fois qu'on a digéré le truc, c'est un peu comme, je sais pas, c'est certaines boissons, les premières fois qu'on boit de la bière, on trouve que c'est pas bon. Une fois qu'on a digéré le truc, on a intégré le truc, là, ça crée un espace de plénitude, mais qui en même temps n'a pas besoin d'être dans la surenchère, la démonstration, la caricature et tout, c'est juste, on sent qu'on est à notre place, qu'on est vrai, mais ça, et d'une certaine manière, c'est un apaisement, encore une fois, c'est pas forcément grandiloquent, quoi, mais c'est juste, c'est évident, c'est évident, et presque on se demande comment est-ce qu'on a pu vivre à ce point à côté de nos pompes avant, quoi. Et ça prend pas forcément les formes auxquelles on s'attendrait. Après oui, moi effectivement, j'ai fait l'expérience, même encore récemment, que parfois en fait, dire des choses qui peuvent paraître dures à des gens, quitte à faire des projections, des reproches et tout, mais en gardant quand même une certaine forme d'alignement et de prise de conscience de quand même un peu de ce qui se joue en nous, tu vois, de l'assumer, mais sans chercher à être politiquement correct, bien comme il faut et tout. Le fait de partager les choses comme ça peut casser certaines relations, mais en même temps, effectivement, pour les gens qui sont prêts à l'accueillir, ça peut
dissiper, disons, les faux semblants, les masques et tout, pour laisser émerger quelque chose qui est en fait profondément plus joyeux, plus authentique, que l'espèce de fausse authenticité polie, bien comme il faut et tout, qu'il y avait avant, et donc ça pourrait avoir tendance à confirmer la thèse qu'après tout, les vraies relations seraient des relations conflictuelles, mais en fait non. Parce que si tu fais ça, et si tu le fais vraiment, en fait, tu le fais une fois, deux fois, et en fait, c'est bon, t'as fait bouger le système de la relation, chacun s'est vu vraiment, les trucs se sont mis en place, et c'est bon, t'es tranquille pour peut-être 2, 3 ans, voilà, sans problème. Donc en fait, au final, en faisant ça, tu vis beaucoup moins de conflits que dans les espèces de mécanismes un peu communication non violente, mais basée sur de la répression intérieure, où on veut être bienveillant et tout, mais au bout d'un moment on craque, ou l'autre craque, et puis on se dit bah voilà, bah, c'était pas possible, même si on fait tellement d'efforts, le facteur humain et tout. Non, 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 il y a vraiment un endroit où on peut dépasser ce truc du facteur humain. Et en fait, bah pour ceux qui sont éduqués un peu à la spirale dynamique et tout, en filigrane, tout ce dont je parle, et je pense que ça pourrait aussi servir à Matthew Play, parce que je pense qu'il est sur ce sujet-là, qu'il est déjà bien avancé dans sa transition vert jaune, qu'il est probablement même plus installé en jaune qu'en vert, mais il y a sans doute des restes, lui-même le dit dans certaines vidéos. Voilà, en fait, dans la spirale dynamique, je vais pas réexpliquer le truc des couleurs et tout, vous irez regarder d'autres vidéos, vous irez taper sur Google, mais en gros, en vert, il y a ce moment, en fait, on commence à comprendre qu'il y a un peu une vie, quelque chose de plus profond, de plus spirituel, de plus beau au-dessus des constructions sociales standards, des injonctions standards et tout. Mais c'est encore vraiment pas du tout clair, c'est très très brouillon de qu'est-ce qui est quoi, en fait on s'en mêle dans notre ego, on confond notre ego avec notre être et tout, voilà. Et bah il y a effectivement un moment où on est amené à dépasser ce truc-là et à s'intégrer dans quelque chose effectivement de plus authentique, de plus apaisé, de plus serein, et aussi de beaucoup plus paradoxalement cadré, parce que en fait on sait où on habite, on est capable de nommer les choses et on comprend il y a des principes et des structures plus profondes dans le monde. Et pour moi, notamment, un de ces principes, c'est le fait il y a pas fondamentalement de déchets, il y a pas fondamentalement d'erreurs. Et donc, bah, effectivement, votre connard, votre connasse intérieure, votre ombre et tout, comme je le disais, c'est une lumière qui n'a pas su s'exprimer. Et en fait, si vous allez la voir sans jugement et sans complaisance, et c'est ce discernement qui est important à trouver, sans jugement et sans complaisance, parce que certains ils sont soit dans le jugement, soit dans la complaisance, sans jugement, sans complaisance, si c'est avec cette énergie-là que vous allez rencontrer votre ombre, assez rapidement vous allez vous rendre compte quasi obligatoirement que non seulement votre ombre en fait c'est la part la plus lumineuse de vous, et c'est peut-être même la part vraiment lumineuse de vous, et peut-être qu'en fait, la part un peu nulle, l'ombre et tout, peut-être que c'est le truc dont vous êtes fier au quotidien. Je sais pas, encore une fois, la personne qui fait tout comme il faut, qui fait des belles photos de vacances, qui fait plaisir à son boss, qui fait plaisir à sa famille, qui a jamais un mot plus haut que l'autre, qui machin, qui truc, ou peut-être au contraire, qui est viril, qui est un bonhomme, qui s'affirme, ça dépend comment vous êtes construit. Et peut-être qu'en fait vous allez vous rendre compte que franchement cette part-là que vous trouvez géniale d'habitude, qu'en fait qu'est-ce qu'elle est nulle, franchement il n'y a pas de quoi être fier quoi. C'est par rapport à ce que vous pourriez vraiment être, par rapport à ce que vraiment vous pourriez incarner. euh, vos petits désirs futiles, superficiels, vos petits faux semblants, vos petits machins, c'est bidon, même vos rêves, même vos désirs. Je sais pas où vous en êtes, vous qui regardez cette vidéo, peut-être que vous avez déjà dépassé ce genre d'illusion-là, mais voilà, ce truc de, voilà, peut-être que je sais pas, je vais passer cadre et machin, je vais monter dans la hiérarchie, et j'aurai un bon salaire, et je ferai des vacances comme ci et comme ça, et j'aurai une belle famille avec le chien, la bagnole, le truc moche, tout ça, tout comme il faut, voilà. Peut-être qu'en fait vous vous rendrez compte que c'est des rêves tellement dérisoires, en fait, euh, j'ai envie de dire, vous pourriez être en train de changer le monde et vous voulez une belle voiture. Enfin, non, vraiment, à un moment, on en est là, en fait, quoi. La vraie lumière, elle est dans l'ombre, mais
dans l'ombre qu'on a vue pour ce qu'elle était. Et donc, oui, il n'y a pas de connard et de connasse intérieur, et je pense voilà, encore une fois, il faut éviter d'utiliser ce genre de terme, parce que ça marque, parce que ça conditionne l'esprit, et parce que je vois encore les logiciels de mon ancienne secte qui agissent, qui tournent chez certaines personnes, qui sont supposées s'être écartées du truc, y compris des années après, et j'ai vraiment envie de dire, vous pouvez vous émanciper de ce truc-là, arrêtez d'être dans des formes de cynisme, arrêtez de rationaliser votre cynisme en le faisant passer pour de la lumière, parce que là, c'est encore pire. Et rendez-vous compte, en fait, que ça, c'est l'ombre de verre dans la spirale dynamique, c'est au fond, on va vous parler que de joie, d'amour, de tolérance, d'accueil, et puis en fait, la plupart des théoriciens de ce vie-même-là, c'est des gens qui ne parlent que concrètement euh, de conflits, de domination, d'exploitation, en disant que c'est pas bien, en disant qu'il faut le dénoncer, machin, tout ça. Mais fondamentalement, en fait, ils parlent quasiment que de ça. Et oui, bah, René Girard en arrive à la conclusion qu'au fond, bah, le sacrifice d'autrui, le rejet de l'autre serait constitutif des cultures humaines, et qu'au fond, à part peut-être la grâce divine, on n'y pourrait pas grand-chose. Et puis, je sais pas, Foucault, c'est que des trucs autour du pouvoir. Il en arrive plus ou moins à la conclusion qu'en fait toute la société est fondée sur le pouvoir et la domination. Euh, Si on va dans les trucs plus queer et plus récents, bah on a Judith Butler, où en fait fondamentalement, bah on nous oppose des genres qu'on n'a pas choisis, mais en fait c'est une matrice tellement profonde qu'en fait il est impossible de s'en émanciper réellement. On peut juste l'embrasser et éventuellement peut-être la détourner, voilà, on peut peut-être la détourner. Mais au fond on pourrait pas faire plus, et peut-être qu'on est condamné en fait à être identifié, machin, des genres, tout comme ça. Et en fait, il y a il y a vraiment tout ce truc de très très ambivalent, très très paradoxal dans le vers, où à la fois il a son aspect, pour moi, phobique et contre-phobique. C'est l'aspect phobique, c'est oulala, on veut s'écarter de toute cette violence, tout ce mal, on veut que des endroits bisounours, des cocons, des trucs où tout le monde est gentil et tout. Et l'aspect contre-phobique, c'est de toute façon, en fait, le monde il est violent, on n'y peut rien, mais on doit observer cette violence pour ce qu'elle est, et peut-être en l'embrassant totalement, on goûtera des moments de grâce, possiblement, même si on n'est pas sûr que ce soit possible, même s'il y a des jours, en fait, on se lève déprimé parce qu'on dit putain, en fait, le monde c'est trop de la merde, et mon utopie c'est qu'une utopie et tout, et on se demande si dans notre collectif qui était si bien, mais où tout a explosé, on va pas remettre des règles parce qu'après tout, machin, il faut quand même avoir du cadre et tout, mais en même temps, on veut pas de cadre, mais peut-être que si certaines personnes plus éveillées que d'autres mettent du cadre, peut-être que c'est... Et voilà, et c'est que des paradoxes comme ça, et moi j'observe ça depuis quelques temps, et je me dis, bah, on peut quand même faire mieux, je crois, quoi. On peut quand même faire mieux. Ouais, j'en profite un peu pour lâcher, je ferai peut-être même un live sur le sujet, parce que ça me tient un peu à cœur, ce truc un peu de toutes les impasses et tous les paradoxes, et toutes les limites de verre, et oh, putain, comment il y en a. Et surtout, en fait, non seulement il y en a, mais j'ai presque envie de dire, ça crève les yeux, non seulement quand on a pris un peu d'auteur sur la question, mais même, j'ai envie de dire, ça crève les yeux à ceux qui sont pas encore rentrés dedans. C'est-à-dire qu'en fait, au fond, toute cette hypocrisie, cette ironie, de machin, euh, depuis bleu-orange, on la voit très bien, c'est juste qu'une fois qu'on est rentré dans le processus, on commence à rationaliser, à se dire, oui, mais non, en fait, c'était pas comme ça, machin, truc. Ouais, ouais. Non, enfin, sombrez pas dans le cynisme, et surtout ne faites pas passer votre cynisme pour de la maturité, ça ne l'est pas. Ne confondez pas l'individuation et l'individualisme, ne confondez pas le self et la part sombre de l'ego, la part réprimée de l'ego, parce que c'est pas du tout la même chose. Et ouais, moi j'ai vraiment envie d'apporter plus de discernement sur ces choses-là, et moi je me sens une vocation à rentrer dans cette finesse, parce il y a vraiment quelque chose à choper, il y a vraiment un juste milieu, un juste équilibre et une juste tension, une tension dynamique entre des pôles contradictoires. Et moi j'ai envie de dire à un moment, peut-être que Mathieu Play, lui, c'est quelqu'un
qui avait l'air de dire effectivement qu'il n'était pas trop familier de son rouge, qu'il le connaissait pas trop. Moi, j'ai pas eu ce problème parce que le problème que j'ai eu était plutôt inverse, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je me laissais tellement pas faire qu'à un moment, pour pas être complètement dysfonctionnel, j'ai dû apprendre à prendre un peu sur moi, mais ça tenait jamais complètement, donc j'ai plutôt dû faire la démarche inverse presque, mais en tout cas, euh, j'ai jamais vraiment réussi à sacrifier mon être sur l'autel des conventions sociales, ou en tout cas quand je l'ai fait, ça a vraiment pas tenu longtemps. Et donc je ne ressens pas ce besoin d'aller forcément réexplorer cette part qui désire, mais de façon presque infantile, disons. Euh, et et j'invite même en fait à porter une attention toute particulière sur comment est-ce que la spirale est enseignée souvent, la spirale dynamique, et comment est-ce que le rouge est présenté. Et je crois que la spirale est assez souvent, et c'est pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens quand même au milieu de la spirale qui sont quand même très verts dans leur démarche, et il y a pas forcément beaucoup de jaunes, hein. Et, euh, et en fait, du coup, c'est paradoxal parce que quand ils vont présenter le rouge, presque ils vont le surcharger. Ils vont faire presque un monstre, et on a ce paradoxe qui est que d'un autre côté, le rouge est monstrueux, et en même temps, pour être un individu intégré, intégral et tout, la théorie dit qu'il faut intégrer le rouge aussi. Donc en fait, il faut intégrer sa part monstrueuse, mais sauf qu'en fait, le rouge n'a jamais été monstrueux, en fait. Le rouge, c'est l'affirmation de soi, tout simplement. Donc oui, dans sa version immature et sans trop de couleurs au-dessus pour chapeauter, dans sa version brute de décoffrage, il peut paraître assez flippant et terrible. Il peut y avoir ce truc de moi je prends pour moi et je domine et je fais souffrir les autres. Si ça me fait kiffer, pourquoi pas, tant que j'ai le pouvoir et rien à faire. Il peut y avoir cet aspect-là, mais c'est vraiment la forme la plus immature et la plus malsaine de rouge. Au fond, rouge, ce n'est jamais que l'affirmation de soi et la recherche, disons, d'un certain domaine de contrôle légitime pour soi-même, où il y a un peu quelque chose autour du rapport au territoire aussi, mais en soi, enfin, c'est juste, non seulement c'est tout à fait sain sur le principe, mais c'est aussi la base, en fait, pour accomplir quoi que ce soit qui relève d'une démarche un minimum personnelle, en fait. Pas juste de la reproduction sociale, machin, suivre ce qui se fait dans les institutions et tout, mais si vous voulez faire un truc un peu personnel, de l'entrepreneuriat, n'importe quoi, ou même inventer des trucs un peu nouveaux, voilà, bah ça demande un minimum de rouge. Et en fait, si certains ont besoin, disons, d'aller réaliser, parce que peut-être que certains n'ont pas conscience, effectivement, d'aller réaliser qu'il y a des parts d'eux qui ont toutes sortes de désirs, de pulsions, parfois tout à fait quasiment possible à dire, à part chez le thérapeute, et encore on y va à tâtons, on sait pas si ce sera accueilli même chez le thérapeute et tout. Si on a besoin de réaliser effectivement qu'il y a des parts de nous qui, allez, on va casser les tabous, je sais pas, et qui ont certaines pulsions de viol ou de meurtre ou de n'importe quoi d'autre, ou qui pensent pis que pendre de telle ou telle personne, et qui leur souhaitent les pires mésaventures et tout, bref. Euh, enfin, j'ai dû passer, oui, je crois que je suis passé par cette phase-là aussi, effectivement, enfin, tant que je pense, je m'en rappelle, bon, ok, mais, enfin, c'est le début de l'exploration de ce qu'il y a de l'autre côté du miroir, enfin, pas forcément le début, parce que c'est non linéaire, certains, ils passent par ça d'abord, certains, ils passent par ça après, mais, c'est bien d'y aller, mais ne vous y attardez pas trop, ne vous identifiez pas trop à ça, et surtout vraiment, prenez conscience que la direction de fond, le truc que vous visez vraiment, c'est la lumière, et que les trucs que vous déterrez là, et en fait les trucs qui ont été brimés, que vous avez brimés, hein, désolé, ces trucs que vous avez brimés depuis parfois des décennies, de quasiment toute votre vie, et qui sont profondément importants, profondément vivants, et en fait qui littéralement,
votre ombre, en fait, c'est elle qui tient vraiment les rênes depuis le début de votre vie. Hein. Si elle n'était pas là, vous seriez plus de ce monde, en fait. Enfin, ayez-en conscience. C'est toutes vos parts réprimées qui sont, en fait, en train d'assurer le boulot que votre ego, qui veut être une bonne personne et tout, refuse d'assumer. Tout, tous vos ratés, vos mesquineries, vos machins, vos trucs, que vous assumez pas, qui vous font honte et tout ça, ce n'est que la version souvent maladroite de trucs qui sont complètement vitaux pour vous, essentiels, et j'ai même envie de dire profondément lumineux si vous les creusez assez, mais vraiment, genre, c'est ces trucs-là qui tiennent vraiment la baraque. Vous avez l'impression que vous pilotez le machin avec l'idée que vous êtes projeté sur qui vous êtes vraiment et tout, qui n'est qu'un patchwork de peur, de construction sociale, de rationalisation, de ce que vous voulez, mais c'est tous ces trucs soi-disant moches et qui le sont pas du tout, qui en fait font l'essentiel du boulot fondamentalement, et quand vous allez les retrouver, non seulement vous vous rendez compte qu'en fait, depuis le début, tenez la baraque, vous vous rendez compte qu'au fond, même si quand vous venez leur dire bonjour, ça fait 30 ans qu'ils sont dans une cave, vous ouvrez la porte de la cave, ils sont pas trop contents en général, la première fois que vous les voyez, c'est normal. Quand vous avez appris à les rencontrer, à faire la paix avec et machin, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est des super gars, qui sont géniaux et tout, mais vraiment, genre, c'est des crèmes, ils sont adorables. Juste, les premières fois, vous les avez pas vus sous leur meilleur jour, voilà, c'est juste ça. Quand vous les verrez sous leur bon jour, vous verrez que vraiment, il y avait rien à craindre, voilà, c'est juste, ils ont pris cher, et limite, vous devrez être un peu triste pour eux. Parce que, franchement, franchement, c'est ingrat, quoi. C'est, faire partie des parts réprimées d'un système psychologique, c'est ingrat, hein, parce que, enfin, comme faire partie des parts réprimées d'une société, hein, au fond, les atypiques, les marginaux et tout, quand ils arrivent à s'intégrer un minimum et à être un minimum fonctionnel, c'est eux qui font tourner la baraque de la société, hein, c'est eux qui créent toutes les innovations, qui déjouent tous les pièges, et même qui permettent à ceux qui sont pris le nez dans le guidon, en fait, d'aller décompresser. C'est souvent des artistes, enfin, il y en a un certain nombre, donc voilà, ils permettent aux normies, entre guillemets, d'aller décompresser le week-end en regardant un truc sur Netflix ou n'importe quoi. En fait, au fond, c'est eux qui font tout le sale boulot d'être la conscience que les autres jettent. Bah, en fait, c'est pareil dans la psychologie d'un individu. Et donc, bah, enfin, voilà, c'est pas des connards, c'est pas des connasses, c'est des anges, ils sont adorables. Et plus vous allez les trouver moches, plus rendez-vous compte que ce n'est que le reflet de ce que vous leur avez mis dans les dents, quoi. Donc, si la première fois que vous les voyez, vous avez envie de crier, désolé, mais dites-vous bien que ce n'est qu'à la hauteur de la violence que vous leur avez foutu dans la tronche. Voilà, voilà. Donc, je sais pas trop comment conclure cette vidéo, mais ouais, je pense qu'il faut, c'est important en fait de développer enfin, effectivement, de prendre conscience de l'ombre, mais d'en prendre conscience et d'en parler correctement en développant un vocabulaire positif, parce que la voie de l'intégration et ouais, la voie d'un individu, on pourrait dire qui s'est un peu, on n'en est jamais totalement émancipé, mais qui s'est un peu émancipé de toutes ces illusions, perversions, constructions égotiques qui nous font souffrir, qui nous mettent dans des spirales de souffrance et tout. Pour commencer vraiment à s'émanciper de ça, bah ça passe par la phase d'intégration, et si tous les trucs que vous devez intégrer pour vous c'est des connards et des connasses, ça va être compliqué de les intégrer, hein. Parce que je sais pas vous, mais moi je fais pas vivre des connards et des connasses dans mon système, quoi, c'est clair. J'ai, et je pense que c'est tout à fait ça, en fait. Tout comme je n'ai pas envie que les gens que je fréquente expriment leur connard ou leur connasse, comme ça, au quotidien, me le fassent subir, me l'imposent, en fait. Non, mais je pense que c'est tout à fait normal de ne pas le vouloir, donc voilà. J'espère que ceci a pu vous nourrir. J'espère que c'était pas trop touffu, trop labyrinthique. Bon, moi
Je suis content parce que je pense que j'ai pu exprimer ce que je voulais exprimer de la façon dont je voulais l'exprimer. Merci. Vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu, parler de ma chaîne YouTube à vos amis si ça peut les intéresser aussi. Et salut!